Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode un peu spécial de Destination Est. Aujourd'hui, j'ai décidé de participer au Podcaston. Pendant une semaine, du 25 au 31 mars, plus de 300 podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. C'est l'occasion pour moi de m'ouvrir un peu plus à vous et de mettre en avant une maladie que j'ai découverte il y a quelques années. D'abord dans la série Dr House, puis un peu plus personnellement dans ma famille. Cette maladie, c'est la chorée de Huntington qui touche ma maman. Et pour en apprendre un peu plus sur cette maladie, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Guégan, qui est administrateur de l'association Huntington France et fondateur du Huntington Podcast. Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Salut Thomas, comment vas-tu ? Salut Thibaut, ça va ? Super. Du coup, avant de commencer, je voulais d'abord revenir sur toi et ton parcours parce que tu as un lien avec l'Europe de l'Est et plus particulièrement les pays baltes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors ouais, c'est vrai que c'est marrant. Moi, quand j'avais la vingtaine, je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais, etc. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui était lettonne. Et donc, je l'ai suivi. Après un an et demi passé en Angleterre, je l'ai suivi et je suis parti m'installer à Riga, donc la capitale de la Lettonie. Et là, j'ai découvert une culture que je connaissais pas du tout. Pour moi, l'Europe de l'Est, tout ça, pour moi, je pensais qu'ils parlaient tous russe. Passé l'Allemagne, je pensais que tout le monde parlait russe et que tout le monde était affilié à la Russie et tout ça. J'avais pas du tout cette connaissance. Et donc, voilà, au fil du temps, là-bas, j'ai découvert des cultures, des pays. Donc, les pays baltes, qui sont des pays, en fait, des tout petits pays. Mais qui sont attachants, je trouve, et où c'est compliqué géopolitiquement là-bas, mais où je trouve qu'il y a une qualité de vie qui peut être assez sympathique quand on sait en profiter. Bon, en tout cas, ça sera peut-être l'occasion de t'inviter pour un autre épisode, du coup, pour parler un peu plus de Riga. Mais aujourd'hui, donc, on est là pour parler de la chorée de Huntington et de l'association que tu représentes, donc qui s'appelle Huntington France. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui et du coup, ce pourquoi je t'ai invité ? Ouais, alors déjà, on peut peut-être dire ce que c'est Huntington. Donc la maladie de Huntington. Nos parents à l'époque de nos parents, on appelait ça aussi la chorée de Huntington. Aujourd'hui, on l'appelle plus la maladie. Donc c'est une maladie neurologique, héréditaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a forcément l'un de nos parents qui nous la transmettent. Et donc c'est une maladie qui touche le cerveau et où on a 3 symptômes principaux: des troubles du mouvement, des troubles psychiatriques et des troubles cognitifs. Donc voilà, ça a atteint à peu près toutes ces parties-là. Et concrètement, ce que ça fait et comment on se le représente, c'est que c'est des personnes qui ont des mouvements incontrôlables, qui ont un équilibre anormal de la marche et des difficultés à parler, à s'exprimer, à manger également. Et voilà, toute la difficulté de cette maladie, c'est qu'en fait, on devient dépendant au fil des années. Donc ça se passe sur beaucoup d'années, sur plusieurs même dizaines d'années des fois, où on perd chaque année un peu plus de dépendance. Mais en fait, on reste totalement conscient. T'as certaines maladies neurologiques, comme on peut penser à Alzheimer par exemple, qui est totalement différente parce que au bout d'un moment, la personne quitte la réalité, n'est plus du tout dans notre réalité. Un malade de Huntington, il garde conscience qu'il est en train de perdre son indépendance et qu'il devient de plus en plus dépendant. Oui. Voilà, c'est toute la difficulté de cette maladie. Et puis, ça peut toucher les personnes aussi bien très jeunes que des personnes un peu plus âgées, autour de 40-50 ans, hein, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, il y a pas forcément d'âge. C'est-à-dire qu'il y a aussi des formes juvéniles. Donc, on peut avoir des enfants, des adolescents qui sont touchés par cette maladie-là, jusqu'à des personnes, voilà, beaucoup plus avancées dans l'âge. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas trop un, un facteur. Pour vous imaginer, il y a entre 6 000 et 10 000 personnes touchées par la maladie de Huntington en France qui ont des symptômes. Et donc, quand on parle de ce chiffre-là, eh ben, on s'imagine que ces personnes, elles ont eu des enfants, elles ont des parents il y en a au moins un qui a la maladie, et ils ont eu des enfants. Et donc, sur chaque enfant, il y a un risque d'à peu près 50%, il y a 50% de malchance d'avoir la maladie. Oui. Et donc, pourquoi toi, tu t'es intéressé de ton côté à cette maladie? Et moi, je suis au contact de cette maladie, en fait, depuis toujours. Dans ma famille, elle est touchée par la maladie de Huntington depuis plusieurs générations. Et donc, en fait, mon père qui l'avait, lui a beaucoup de frères et sœurs. C'était le 11e de sa fratrie. Et sur 11, ils étaient 6 à l'avoir. Donc voilà, moi j'ai tout le temps vu des oncles et des tantes malades en fait, et voilà. Et donc quand mon père est tombé malade, et ben j'ai tout de suite compris ce que c'était, et je l'ai accompagné pendant 12 ans. J'ai été son aidant, donc voilà, il vivait dans mon salon, tu vois. Et donc voilà, ça a été 12 années très très compliquées. On en reparlera peut-être, mais voilà, toutes les problématiques qui sont liées à la maladie, mais qui sont liées à tout ce qui entoure un malade. Moi, j'étais son aidant, donc ça m'a impacté directement. Oui, je voulais d'abord, avant qu'on se plonge vraiment dans le sujet, je voulais revenir un peu sur ce que tu fais toi, comment tu es devenu du coup administrateur pour l'association Huntington France, et comment aussi tu as créé ce podcast, Huntington Podcast, dont vous retrouverez d'ailleurs les liens en description. Donc moi, en fait, après quelques années à aider mon père, je me suis rendu compte que j'avais appris plein de choses, et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bête que tout ce que j'ai appris en termes d'administratif ou par rapport à la maladie, c'est bête que j'arrive pas à le transmettre à quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et donc, je me suis rapproché de l'association Huntington France. Et assez rapidement, voilà, ils m'ont proposé de rejoindre le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, ça veut dire que on réfléchit et on met en place des services dont les malades ont besoin, et on fait tourner également pour financer la recherche. On récolte des dons, on fait des événements sportifs, voilà, on fait beaucoup de choses. Et voilà, donc moi j'ai pris une casquette d'administrateur, et je me suis rendu compte assez rapidement que finalement on avait tout le temps les mêmes questions lorsqu'on rencontrait des malades ou des aidants. Il y avait tout le temps les mêmes questions, et des fois on avait même des sujets qui étaient vraiment très beaux, quoi, des échanges avec des familles, etc., qui étaient vraiment des beaux échanges. Mais en fait, ce qui était dommage, c'est que personne pouvait en profiter. Et c'est un peu là, moi j'écoutais déjà des podcasts sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, et en fait je me suis dit, mais ça serait tellement bien d'avoir un podcast pour Huntington, parce que moi là je discute avec des gens qui sont donc en région parisienne, mais tout le monde n'est pas en région parisienne, et tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer à l'association, et donc quelqu'un qui est à l'autre bout de la France et qui peut pas se déplacer, il aimerait quand même entendre parler de cette maladie qui la touche. Et donc voilà, j'ai mis en place Huntington Podcast, et aujourd'hui je crois qu'il y a 22 ou 23 épisodes. Il y en a à peu près un par mois qui sort, et ce que j'ai découvert avec le podcast, ce qui est assez drôle, c'est que donc ça touche à peu près toutes les générations, il n'y a pas vraiment de profil, et qu'on est écouté dans 45 pays dans le monde, tu vois, et que notre 4e pays où il y a le plus d'écoute, c'est par exemple les États-Unis. Là où on se dit que c'est pas là où il y a le plus de francophones, mais voilà, il y a un public pour ça, francophone, partout dans le monde, qui cherche à se renseigner sur la maladie de Huntington. Oui,
J'avais vu un reportage, je crois que c'est au Canada, où il y avait une grosse communauté qui était très touchée par la maladie de Huntington. Mmh. Alors je saurais pas redire exactement où c'était au Canada, mais oui, tout le monde peut être touché par cette maladie. Du coup, lorsqu'on a préparé ce podcast, on a souhaité plutôt que je te pose plein de questions, avoir une discussion sur tout ce qui entoure la maladie. Mmh. Et tu me parlais là juste avant d'avoir accompagné ton père pendant 12 ans qui vivait dans ton appartement, dans ton salon, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai vécu, je pense, 3 ans avec ma mère qui était malade, qui commençait du coup on commençait à découvrir la maladie. Alors ça a été un peu spécial parce que elle a fait des tests de son côté sans vraiment nous en parler à ses enfants, à mon père aussi. Et un jour, mon père a découvert ce document du médecin qui disait qu'elle était atteinte de cette maladie. Donc en fait, on n'a jamais vraiment pu en parler avec ma mère. Mmh. Aussi le fait du coup de vivre avec, ça a été très pesant, surtout sur les dernières années. Alors ma mère est toujours vivante, elle est en EHPAD aujourd'hui, donc elle est bien accompagnée. Mais c'est cette période pendant laquelle du coup je vivais avec mes parents a été très 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 compliquée pour moi, très dur à vivre parce que du coup on sait pas comment réagir face à cette maladie. On sait pas comment réagir face à la personne malade. Qu'il y a vraiment des accès de violence enfin pas de violence, peut-être pas jusque-là, mais des accès colériques en tout cas, enfin des moments qui sont très compliqués à vivre. On voit sa mère totalement différemment, enfin on voit son parent en tout cas, totalement différemment. Comment tu as vécu toi de ton côté cette période? Comment tu as fait pour accompagner ton père pendant 12 ans? Comment ça s'est passé? Ouais, ouais, donc là après ce qu'on décrit, c'est en effet des travers de la maladie, mais il y a plein d'autres maladies neurologiques qui peuvent se mettre en parallèle Mmh. de la maladie de Huntington. Donc je suis sûr qu'il y a plein d'aidants qui vont se reconnaître dans ce qu'on va dire. Mais en effet, la maladie fait que la personne change, son proche change, et si en plus il n'y a pas de communication et de dialogue sur la maladie, sur comment elle va changer la gestion des émotions et l'humeur de la personne. Parce qu'il y a certains jours, je suis sûr que ta mère, tout allait bien, et le Oui, lendemain, c'était la guerre, quoi, tu vois. tout à fait, ouais. Et voilà, et donc en fait, tout ça, ça fait partie de la maladie. Et, et à gérer, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc déjà, la toute première des choses, c'est d'être bien accompagné par son neurologue et d'avoir un traitement adapté. Et puis essayer d'en parler, parce que si elle a fait ça, je suppose que ta mère, c'est peut-être qu'elle voulait vous protéger, etc. Et en vous protégeant, et finalement, toi, t'étais dans une incompréhension totale. T'as dû chercher par toi-même, je suppose, des Mmh. informations sur Internet, et t'as dû voir les pires choses, Ouais. alors que c'est pas forcément, ça se passe pas forcément comme le dit Google, quoi, tu vois. Donc voilà, donc ouais, moi c'était très très compliqué. J'ai eu des moments où je me suis engueulé, je me suis battu avec mon père, etc. Mais en fait, je voyais bien que c'était plus lui, quoi. C'était plus mon père de mon enfance, tu vois. C'était mon père avec la maladie par dessus, qui faisait que il se transformait petit à petit. Et donc en tant qu'aidant, qu'est-ce qui est mis en place par les hôpitaux, par le ministère de la santé, en France? Enfin, qu'est-ce qui est mis en place pour les aidants? Qu'est-ce qui est mis en place aussi pour les malades? Comment on fait pour trouver toutes ces informations? Alors en fait, quand t'as quelqu'un de malade, tu te dis quelles aides il a le droit. Tu te demandes ça, parce que bien souvent avec la maladie, il y a le chômage qui arrive parce que la personne peut plus travailler. Mmh. Donc il y a besoin d'argent. Et puis après, enfin moi, tu vois, à cette époque-là, même si j'étais jeune, je travaillais déjà, et donc il fallait que j'aille travailler la journée. Je pouvais pas rester avec mon père. Et donc tu te dis, mais qui va le garder, qui va l'aider durant sa journée, etc. Et donc là, c'est là qu'un parcours du combattant commence, c'est que tu dois trouver des infos euh, que personne te dit. C'est-à-dire on va te dire, tiens, il y a la PCH, il faut aller demander à la MDPH. Donc plein d'acronymes quand tu es extérieur à ça,
tu ne comprends absolument rien. Et donc voilà, c'est vrai que moi, l'une de mes plus grandes difficultés, ça a été aussi sur le plan administratif, c'est que j'avais l'impression d'être un peu laissé à l'abandon par les médecins, les assistantes sociales, etc. J'avais pas vraiment l'impression que quelqu'un prenait le dossier de mon père en main. Et donc on va dire que ça fait partie de ma force, c'est que moi je me suis dit, non mais si lui il veut pas s'en occuper, je vais le faire moi-même, quoi. Hein. Tu vois, je vais pas attendre 6 mois que ces aides-là elles arrivent parce qu'il a pas le temps, parce qu'il est débordé et parce que mon père c'est son centième patient, quoi. Tu vois, j'ai dit moi les aides, je vais regarder sur internet et je vais faire les dossiers moi-même. Donc voilà, moi on va dire, j'avais pas peur de me lancer dans les dossiers, donc je l'ai fait. Mais il y a des personnes qui soit n'ont pas les capacités, soit n'ont pas l'envie ni le temps, et pour qui c'est plus compliqué. Donc les aides en tant qu'aidant, il y en a très peu. Tu peux te faire un tout petit peu rémunérer, mais c'est quelques euros par mois. C'est pas avec ça que tu peux gagner ta vie. Tu as le droit avec ton travail, je crois, de prendre quelques jours par année. Et c'est pareil, c'est vraiment anecdotique comparé aux besoins que tu as. Les vrais besoins, c'est qu'est-ce que le malade peut avoir, et donc ça dépend de son degré de handicap. Plus il est handicapé, et plus il a le droit à des aides. Et donc c'est ça toute la difficulté, c'est d'obtenir ces aides. Et donc il faut faire des dossiers auprès des maisons départementales des handicapés. Voilà, c'est là que tout commence si tu veux avoir des aides. Et puis suivant la région où on se trouve, ensuite il peut y avoir des aides des collectivités locales aussi, comme les départements. Nous, à Lyon, je sais que la métropole de Lyon aide beaucoup aussi, parce qu'ils ont une compétence aussi là-dedans. Donc forcément, parce que la métropole de Lyon est un département, en fait, un statut un peu spécifique dans les collectivités. Donc oui, c'est une compétence du département. La question, moi, de mon côté, c'est mon père qui a fait tout ce parcours du combattant. Du coup, au début, il le gardait un peu pour lui, et puis au fur et à mesure, il s'est un peu plus ouvert aussi de son côté, parce que je pense que pour lui aussi, ça a dû être très très compliqué à faire toutes ces démarches. Mais au fur et à mesure, il nous a mis au courant un peu de quelle aide il allait chercher, pourquoi il allait chercher telle aide, et puis surtout, à mon avis, il faut des personnes derrière, des assistantes sociales qui soient très compétentes aussi, ou très compétents. Qui a envie d'accompagner aussi à la fois les malades et les aidants, parce que sinon c'est le parcours du combattant, et heureusement du coup aussi que votre association est là pour donner un peu des clés aux personnes à la fois malades et puis aux aidants. Il y a un gros débat aussi en ce moment sur les aidants en France. Un autre débat aussi sur la fin de vie, mais on viendra un peu plus tard là-dessus. Ce statut d'aidant, du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le statut d'aidant, il est en cours, on va dire. On peut pas dire qu'il y a véritablement un statut. Il est reconnu auprès, en effet, de la maison départementale des handicapés, donc c'est-à-dire auprès des départements. Et en effet, ils reconnaissent que tu aides ton proche, et donc en fait, ils peuvent, à travers un peu d'argent, te rémunérer face à ça. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment anecdotique. Moi, je veux dire, mon père, il vivait avec moi, je m'occupais de lui tout le temps. Je sais pas si je devais avoir peut-être 100 euros par mois ou 120, un truc comme ça. Donc c'est vraiment c'est ridicule entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut pas compter dessus en tant qu'aidant, on peut pas compter dessus. Alors qu'à côté, on dit de plus en plus qu'on veut que les personnes restent chez elles, les personnes malades, ou il y a en tout cas toute cette chose qui est mise en place depuis quelques années par le ministère de la Santé. On veut plus vraiment mettre les gens dans les hôpitaux, dans des maisons de retraite, mais on a vraiment envie de les accompagner chez eux, et de continuer du coup à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils aient une vie aussi chez eux. Mais au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Il faudrait une personne 24 heures sur 24 avec le malade. Moi, je sais que ma mère, elle se réveillait en pleine nuit des fois, juste pour aller mettre de la vaisselle dans le lave-vaisselle, pour regarder la télé, ou pour faire tout et n'importe quoi. Donc du coup, il faudrait presque une personne 24 heures sur 24 avec le malade, mais c'est pas possible. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas possible. Alors, la France, c'est un pays génial parce qu'il y a quand même plein d'aides. Qu'on se le dise. Moi, avec le podcast, j'ai interviewé des personnes d'autres pays.
et même des pays riches, on va dire, hein. Et même parmi les pays riches, on est ceux qui ont parmi le plus d'aide. La grande difficulté en France, c'est de trouver l'aide, c'est de réussir un peu dans tout ça, à réussir à l'avoir. Mais voilà, et c'est vrai que bien souvent, l'aide reçue est toujours un peu en dessous de ce qui est vraiment attendu. C'est vrai que ça, moi, c'est aussi la difficulté que j'avais, c'est que je partais travailler le matin, toute la journée, il y avait quelqu'un qui passait 2 heures le midi pour l'aider à manger, etc. Et puis après, toute l'après-midi, il restait tout seul. Moi, je rentrais vers 19-20 heures, et tu vois, pendant 6-7 heures, il était vraiment seul. Et pendant un long moment, c'était comme ça, alors qu'il aurait eu besoin de quelqu'un, mais voilà, c'est le système qui est comme ça, enfin, je veux dire, qui est un peu subi. Je pense que il y aurait des choses un peu plus efficaces à mettre en place, mais bon, tout ça, c'est de la politique, hein, c'est l'État, c'est la politique, etc. On va pas, je me lance pas dans ce projet-là, donc je critique, mais bon, je vais pas non plus l'affronter. C'est une question de lobbying après. Oui. Ouais, voilà, c'est des questions qui me dépassent un peu, c'est vrai. Mais Comme la maladie représente seulement, mais 10 000 cas, c'est en France du coup, c'est 10 000 cas ouais, à peu près. en France. Ouais. Voilà, forcément, l'État n'écoute pas ça. Et enfin voilà, tu le sais avec la maladie, donc tu vois ton proche qui a besoin d'aide, tu vois que toi tu peux pas l'aider, parce que l'aider, ça voudrait dire quoi? Quitter ton travail. Et donc obligatoirement perdre aussi un revenu. Donc voilà, il y en a qui le font, hein, c'est possible, mais il faut que tu baisses sensiblement ton train de vie, hein. Oui. Donc voilà, et moi ce que j'ai mis en place, c'est vrai, à la maison, au bout d'un moment, à force de faire des dossiers pour demander des aides, j'ai réussi à avoir des aides qui couvraient la plage de la journée. Donc on va dire qu'il y a quelqu'un qui est de 10h à 18h, il y avait quelqu'un à la maison les dernières années. Et c'est vrai que moi j'avais mis en place tout un process pour que une aide de vie, même si c'est une remplaçante, même si elle ne connaît pas encore mon père, quand elle arrive à la maison, elle sache ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire. Et voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de suivi. Et voilà, mais toutes les personnes qui ont des proches malades se reconnaîtront dans ça, hein. Oui, tout à fait. Et puis c'est mettre aussi son appartement ou sa maison aux conditions de vie du malade, notamment la salle de bain, les toilettes, la chambre. C'est tout ce genre de choses. Et puis oui, sur l'organisation aussi. Moi, j'étais plus à la maison sur la fin, mais il y avait énormément d'aidants, sur la fin, avant que ma mère soit prise en EHPAD. Mais il y avait énormément d'aidants qui venaient. Il y avait la kiné, il y avait des personnes aussi, oui, c'est ça, pour donner à manger, pour habiller ma mère, etc. Pour prendre sa douche aussi le soir. Donc c'est ça, c'est toute une organisation aussi à avoir. Je me souviens d'ailleurs que mon père avait contacté un organisme qui s'appelle, dans la ville où on vit, qui s'appelle l'OFTA, qui est l'Office fidésien de tous âges, je crois, et qui normalement est là pour accompagner les malades. Et du coup, ils lui ont répondu, non, on accompagne seulement les personnes âgées. Donc au final, moi qui fais un peu de politique à Sainte-Foy-les-Lyons, j'ai contacté le président de cette association qui était un proche à l'époque, et qui m'a donné le contact du directeur pour que finalement il y ait une aide qui arrive, il y ait des infirmières qui puissent être sollicitées pour ma mère. Donc c'est pareil aussi, si on n'a pas les bons contacts, on va se faire envoyer bouler, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là, toutes ces petites choses qui sont à changer. Je voulais revenir un peu aussi sur les malades. Le regard sur les malades, il change aussi complètement. Et les personnes qui ont en face les malades, moi je sais que ma mère, elle a travaillé jusqu'à assez tard. Je sais pas du tout comment c'était pris au sein de son travail, cette maladie, si les gens savaient. Je sais que j'ai des amis proches qui ont vu ma mère marcher et qui se demandaient qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle marchait comme ça. C'est aussi quelque chose qui est très compliqué pour le malade, le regard des gens. Ouais, bien sûr.
imagine-toi que du jour au lendemain, tes difficultés à marcher, que tu marches plus droit, etc. Dans la maladie de Huntington, il y a souvent des gens qui se font interpeller dans la rue où on leur dit rentre chez toi, alcoolique, tu vois, parce qu'on pense qu'ils sont alcoolisés alors que pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un regard qui est dur à porter quand tu vas faire tes courses au supermarché, que t'arrives pas à prendre l'argent dans ton porte-monnaie. Enfin, je veux dire, c'est des gestes basiques du quotidien, mais qu'en fait t'arrives pas à faire. Et donc c'est vrai que c'est difficile pour le malade parce qu'en fait c'est ces toutes petites choses du quotidien qui font qu'il se rend compte que bah il perd de l'indépendance et que la maladie avance, quoi. Oui. Et toi, du coup, comment ça s'est passé? T'as pas voulu, toi, de ton côté, que ton père aille dans une maison spécialisée ou dans un EHPAD? Bon, Ou alors t'as pas eu la possibilité? alors ça c'est mon sujet. Donc pourquoi si moi depuis assez longtemps je regarde. Quand on est handicapé, on a le droit d'aller faire des séjours temporaires dans des maisons d'accueil spécialisées, parce que pour bien faire comprendre aux auditeurs, quand quelqu'un est malade mais qu'il a moins de 60 ans, il n'est pas fait pour aller dans un EHPAD. Un EHPAD, c'est fait pour les personnes âgées, et la plupart des EHPAD ne sont pas faits pour gérer des maladies neurologiques. Et donc un malade Huntington, normalement, n'a rien à faire dans un EHPAD. Normalement, il devrait aller dans une maison d'accueil spécialisée. C'est là où un adulte handicapé, logiquement, doit vivre. Il se trouve que il y a un tel manque de place dans ces maisons d'accueil spécialisées. On pourrait, je crois que l'association, elle a une liste de masse. Je crois que c'est aux alentours de 200 places en France, quelque chose comme ça. Voilà, quand je vous ai dit que tout à l'heure, il y a environ 10 000 malades en France, en fait, on se demande, mais que font les 9 800 autres malades? Comment ils font? Donc certains finissent en masse, ou d'autres vont dans des foyers, dans des endroits pas du tout adaptés pour eux. Et même donc les maisons d'accueil spécialisées, il faut se dire que ça reste des établissements, qu'il y en a qui sont vraiment très bien, très adaptés, mais ils ne le sont pas tous. Donc si malheureusement à proximité de chez vous, vous n'en avez pas qui puisse correspondre à votre maladie, et bah c'est un peu aller dans un endroit où on sait que vous serez pas très bien reçu. Tu vois, c'est sans rien à voir avec le personnel, mais c'est juste que s'il n'y a pas l'équipement adéquat et du personnel formé pour s'occuper de cette maladie, bah voilà, ça va être compliqué. Donc moi, en fait, mon père, il faisait des petits séjours temporaires de 2 semaines, 1 mois, comme ça, dans ces masses-là, ce qui me permettait, moi, de prendre des vacances. Quand je partais en vacances, je prévoyais pour lui un séjour en masse, tu vois. Et donc, on a identifié à peu près 3 autour de la maison, on va dire à 200 km autour de la maison, qui était pas mal pour lui, qu'il aimait bien, etc. Et donc pendant plusieurs années, 1 ou 2 mois par an, il partait là-bas. Mais en fait, même si au fil du temps, bah, il était connu, moi je connaissais toute l'équipe de ces établissements, etc. Mais en fait, les établissements, soit ils te disaient qu'il y avait pas de place et qu'il y avait une liste d'attente, soit c'était dans d'autres régions, tu vois, donc pas en Île-de-France, et donc ils prenaient des gens en permanent, mais que de la région. Donc en fait, il y avait toujours des excuses comme ça. Et si tu veux, moi, mon père, il était sur 3 listes d'attente. Il était sur 3 listes d'attente. Et quand tu demandes, mais il y a combien de personnes sur cette liste d'attente? Bon, ils n'ont pas forcément le droit de te le dire ou pas forcément envie de te le dire. Mais c'est surtout qu'en fait, t'as aucun objectif, quoi. Ils te disent pas, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. En fait, ils te disent pas. Parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, hein, déjà. Mais en plus, ils te le disent pas. Et donc, en fait, moi, ça me procurait une frustration vraiment énorme de savoir que il allait pas on pouvait pas forcément choisir du lieu où il habitait, et en plus de ça, il fallait attendre. On était un peu à leur merci, quoi, tu vois. On était en train d'attendre
leur feu vert, et voilà. Et donc, moi, les années arrivant, mon père, la dépendance de mon père se avançait à grands pas. Et ben en fait, j'ai décidé de créer en fait un habitat, donc c'est une colocation pour malades Huntington. Et donc voilà, j'ai ouvert la première colocation pour malades Huntington en 2022 dans l'Essonne, dans 91, qui accueille 5 colocataires. Et donc en effet, initialement, mon père était prévu pour être le premier colocataire. Malheureusement, il est décédé avant. Voilà, mais le projet était vraiment pensé pour lui. Et puis bon, voilà, on accueille aujourd'hui 5 autres colocataires qui sont très heureux d'avoir rejoint ça. Donc pour t'imager, ils sont 5 dans un grand appartement au rez-de-chaussée. Donc ils ont chacun leur chambre. Et en fait, on mutualise les aides de tout le monde. Ce qui permet en fait d'avoir au moins une aide de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus de ça, il y a une responsable de maison. Et donc cette responsable de maison, elle est là 35 heures par semaine. Et son rôle, c'est vraiment de coordonner la vie de la maison, les colocataires, le rendez-vous chez le médecin, les activités. C'est un peu celle qui gère la vie des colocataires et de la maison. Et donc, tu vois, et c'est un truc que tu trouveras jamais en établissement. Oui. Et donc voilà, moi j'ai pris ce sujet à bras le corps et aujourd'hui je suis à l'étude pour d'autres ouvertures parce que c'est de ça dont un malade Huntington, mais même plus largement, il y a pas que Huntington, il y a d'autres maladies plus largement. Pour moi, c'est de ça dont ont besoin les malades, d'avoir des toutes petites unités de vie. Oui. Tu vois, moi je dis vraiment que c'est des colocations chaleureuses et familiales, dans lesquelles les familles sont impliquées, elles peuvent venir quand elles veulent. Enfin, voilà, c'est vraiment très ouvert aux familles. Et je veux dire, ils ont une activité matin et l'après-midi, quoi. Ils ont 2 activités par jour. Donc jamais dans aucun établissement tu verras ça. Oui, alors nous on a eu une chance, c'est qu'on a une maison de répit à côté de Lyon, à Tassin-la-Demi-Lune, qui a été ouverte, je crois, qui est financée par Mérieux, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref. Mais du coup, j'ai pu voir là-bas des professionnels vraiment, et puis ça fait chaud au cœur de voir vraiment des personnes impliquées, parce que à partir du moment où ma mère a arrêté de travailler, parce qu'en fait, elle pouvait plus se rendre à son travail en voiture. Elle y allait en voiture, alors qu'elle était, que la maladie commençait petit à petit à prendre ses marques dans son corps. Donc, du coup, à un moment, alors ça, c'est aussi quelque chose. Quand ça vous arrive sur le coup, c'est vraiment assez bizarre. J'ai eu un appel de mon père un soir, parce que ma mère rentrait du travail, qui me dit faut aller chercher maman, elle est à la station Esso, là-bas, elle a été arrêtée par les gendarmes, parce que du coup un automobiliste avait dû appeler la gendarmerie parce qu'elle faisait des mouvements assez bizarres en voiture. Alors ça faisait un moment qu'on lui disait qu'il fallait qu'elle arrête de conduire, mais elle voulait continuer. Donc j'ai dû aller la chercher. Enfin, c'était vraiment le début de la fin de la fin de sa vie sociale, en tout cas pour elle. Le début des vraies difficultés. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, elle restait à la maison à regarder la télé toute la journée. Donc, ce qui est bien, en fait, avec ce que tu as lancé, ce projet de colocation, c'est que ça garde un lien social pour le malade dont il a forcément besoin. Parce que beaucoup de malades restent dans leur chambre, dans des EHPAD ou dans d'autres maisons, à regarder la télé, sauf qu'à un moment, ils ont aussi besoin, je pense, de stimulation, de rencontrer du monde, de faire des jeux, oui, c'est ça, de voir du monde et de faire des choses. Je sais que dans la maison de répit, ils avaient des activités tous les jours. Il y avait une petite ferme aussi, donc pour voir des animaux. Ils pouvaient se balader dans un petit parc. Là, à l'EHPAD, c'est beaucoup plus compliqué parce que ils ont beaucoup de malades, ils ont beaucoup de personnes retraitées, et ils sont pas là pour s'occuper de chaque personne. Donc ma mère, c'est pareil, elle reste devant la télé, puis ça me fait mal au cœur de voir ça, quoi, quand je vais la voir.
de l'avoir, ne rien faire, ne plus avoir de stimulation intellectuelle, de quasiment pas, enfin c'est ça, faire des jeux, faire des activités, faire d'autres choses que regarder la télévision toute la journée. C'est des choses qui sont importantes aussi, je pense, à la fois pour les malades, mais aussi de savoir ça pour les aidants, c'est aussi très important. Pour toutes les raisons que je t'ai dit avant. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je pense vraiment que développer ce genre de projet quand l'État n'a plus les capacités ou l'envie de prendre le problème à bras-le-corps, en fait, les initiatives, elles viennent, c'est ça, de la société civile, et c'est ce que tu fais avec ces projets. Donc, tu disais qu'il y en aurait d'autres qui sont à l'étude aussi à l'avenir. Ouais, c'est ça. Là, on est en train de chercher, pour le coup, des investisseurs privés. Moi, tu vois, là, je suis en train de mettre en place, en gros, pour la communauté Huntington, par exemple, de proposer à la communauté Huntington, en gros, de financer des places de malades, quoi. Parce que ça manque d'utiliser leur épargne pour une cause juste, etc. Donc, d'investir, en fait, dans ces colocations-là, avec une rémunération à la clé, mais le premier but, c'est surtout de créer ça, parce que c'est sûr que si on attend que l'État ouvre d'autres places pour nos malades, on peut encore attendre longtemps. Oui. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est à nous, c'est à la communauté de le faire, c'est à tout à chacun en fait de le faire, et que ceux qui veulent investir de l'argent, et ça a beaucoup plus d'impact de l'investir dans des projets comme ça qui ont des valeurs sociales très fortes et un impact social immense, que de le placer sur un livret bancaire ou de l'investir en bourse, quoi. Ouais. Du coup, pour revenir un peu sur l'EHPAD, moi, comme je disais, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vais voir ma mère, de repartir, parce que je me dis, mais elle est toute seule là, elle passe ses nuits toute seule, elle passe ses journées toute seule, alors avec des personnes quand même, des infirmières qui passent toute la journée pour la nourrir, pour l'habiller, etc. Mais passer son temps comme ça, tout seul, toute la journée, vraiment, ça me brise le cœur de repartir à chaque fois de l'EHPAD et de la savoir dans ces conditions-là, alors que c'est une personne c'est ma mère, quoi, c'est ma famille, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire plus. Et l'autre jour, j'en discutais avec une des infirmières, puis avec mon père aussi, on en discutait avec une des infirmières sur place qui disait, mais nous, on est là pour ça, en fait. On est là pour vous décharger de toute cette charge mentale. On est là pour accompagner aussi le malade. Donc, ne vous en voulez pas, même si on sait que c'est compliqué aussi pour vous de votre côté. Mais ces personnes, c'est des professionnels et ils sont là pour ça. Même si des fois, ils sont pas tout à fait formés à certaines maladies. Mais comme tu le disais, un EHPAD n'est pas fait pour accompagner des malades de Huntington. N'est pas fait pour accompagner certaines maladies. Donc, c'est toute la problématique qu'il existe aujourd'hui sur ce domaine-là. Et je comprends aussi pourquoi, toi, de ton côté, tu as gardé ton père aussi toutes ces années. Enfin, tu es resté auprès de ton père, en tout cas, toutes ces années. Sur les maisons spécialisées, je sais qu'on parle beaucoup d'une maison qui est à Biarritz, où ils prennent du coup des malades pendant quelques semaines. Nous, on en a aussi certaines dans la Loire, je crois, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y en a un peu partout sur le territoire ? Ouais, alors celle dont tu parles, qui est près de Biarritz, c'est à Hendaye, donc vraiment au bout du bout, à la frontière, en face de l'Espagne. Alors là, c'est pas vraiment une masse, c'est un hôpital public, donc c'est encore différent. Et là, en effet, elle accueille les malades de Huntington, mais ça, c'est pas une masse, c'est-à-dire que ça, on peut pas aller là-bas pour de façon permanente. Oui. C'est que pour des séjours temporaires de 2 semaines, 1 mois. C'est uniquement pour ça. Après, les masses, là, oui, il y a des accueils permanents. Et il y en a une qui est très bien, qui est à Amiens. Il y en a une qui est près de Metz également. Il y en a une en Vendée, pas très très loin de La Rochelle. Après, il y en a un peu partout en France, hein. Il y en a aussi près de Marseille. Enfin, j'ai pas la liste. L'association Huntington France a la liste, hein, de tous les établissements partout en France qui accueillent ou qui ont accueilli des malades Huntington. Mais voilà, il y a certains établissements, quand on a la chance d'habiter à côté d'un établissement
qui correspond parfaitement à sa maladie, bon bah c'est vrai que il faut en profiter. Malheureusement, la grande partie des Français n'ont pas accès à ça. Hein. Voilà, hein, il faut se dire que, je veux dire, à Amiens par exemple, je crois qu'ils ont 45 places, une cinquantaine, on va dire une cinquantaine de places. Ça couvre pas toute la région du Nord, quoi. Je veux dire, tous les malades du Nord ne peuvent pas venir sur Amiens, tu vois. Oui. Donc, Et puis il y a la problématique aussi du malade qui a envie de rester dans son cocon et qui a pas envie d'en sortir. bien sûr. C'est Ouais, hyper compliqué enfin le jour où on a dû mettre ma mère en EHPAD ou on l'a fait aller aussi à la maison de répit. Elle était là à se battre quasiment, à dire non, je veux pas y aller, je veux pas faire ça, je veux pas. Et ça a été, enfin c'est toujours compliqué en fait de se battre avec un malade de Huntington, ça aussi il faut le dire. Mm. Je voulais revenir un peu sur les enfants aussi de cette maladie, enfin de personnes malades de la maladie de Huntington, parce que donc il y a le parcours d'aidant dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi cette chose dont on nous parle beaucoup, quand on parle en tout cas nous à nos amis de cette maladie, c'est le test. Il existe un test pour savoir si on est atteint de la maladie ou pas. Alors moi de mon côté, on va revenir un peu sur le sujet. J'ai entrepris les démarches avant le Covid. Malheureusement après il y a eu le Covid et du coup c'est un peu resté en suspens pour l'instant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus toi de ton côté sur ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait et qu'est-ce que c'est ce test? Ouais, donc c'est vrai que quand tu apprends que dans ta famille il y a un malade de Huntington, voilà, il faut toujours avoir confiance que quand vous voyez un malade de Huntington, et généralement il a des enfants et donc ces enfants ont 50% de malchance d'avoir la maladie, donc c'est quand même une chance sur deux, donc c'est énorme. Ensuite les enfants ils se posent la question, c'est ok, mon père, ma mère a Huntington, je risque de l'avoir, est-ce que je fais le test? Donc voilà, ça c'est vraiment aussi une question déjà qui met bien souvent très longtemps à être digérée, où il n'y a pas forcément de bonnes réponses en plus. Je veux dire, si tu fais le test et qu'on t'annonce que tu es porteur du gène et donc que tu risques de déclarer la maladie de Huntington, et si on te dit ça quand t'as 20 ans, et en fait, tout le reste de ta vie, tu penseras tous les jours à la maladie de Huntington, et chaque fois que tu trembleras un peu ou que tu auras un geste un peu particulier, et tu te diras, est-ce que c'est la maladie qui commence? Tu vois, donc c'est très très lourd à porter. Et si tu fais pas le test, et en fait toute ta vie tu te demanderas, mais pourquoi je le fais pas? Au moins je saurai. Tu seras toujours dans l'inconnu, tu vois. Puis toutes les personnes qui sont autour, enfin tous mes amis, moi me disent mais il faut que tu fasses le test, il faut que tu le fasses. Alors que le problème est plus compliqué que ça quand même. Oui, le problème est beaucoup plus compliqué que c'est pas une simple prise de sang, quoi. C'est une prise de sang qui impacte ta vie profondément. Et même si à tes potes tu leur expliques exactement par A plus B comment ça va t'impacter, la nuit quand tu te réveilles, tu seras tout seul. Hein. Oui. Donc ça sera toi et toi. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que dans la communauté Huntington, en tout cas, c'est un gros sujet. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de choses qui doivent être faites. C'est juste prendre le temps d'y penser, de se préparer à si c'est positif, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce que tu as prévu de faire. Si c'est négatif, qu'est-ce qui se passe aussi, parce qu'il y a des gens qui des fois sont tellement conditionnés qu'ils se disent l'avoir, et quand ils l'ont pas, ils sont un peu déçus, enfin ils culpabilisent quoi de pas l'avoir. Et donc voilà, que ça soit positif ou négatif, généralement on ressort pas de ce test, on ressort pas indemne du test. Oui. Et puis il y a tout un accompagnement psychologique aussi avant de faire le test pour savoir pour que les psychologues voient un peu comment la personne pourrait réagir une fois l'annonce. C'est ça. Donc il y a aussi beaucoup de choses. Il y a des rendez-vous chez le neurologue, il y a d'abord des rendez-vous chez son généraliste aussi pour en discuter. Généralement, ça se déroule
à peu près sur un an, sur une Oui. petite année. Et donc en effet, tu vois ton neurologue, tu vois un généticien, tu vois une psychologue. Et je crois que tu as deux ou trois rendez-vous avec la psychologue. Et puis après, tu peux revoir ton généticien et puis il te l'annonce au bout d'un moment. Et puis après, si besoin, que ce soit positif ou négatif, tu as un suivi psychologique. Mm. Donc le test, au bout de quelques mois que tu as passé tous ces rendez-vous, tu fais une prise de sang. Si tu es toujours décidé, si tu es toujours OK, tu fais une prise de sang. Et on laisse encore passer quelques mois. Et quelques mois après, t'as un autre rendez-vous où là, on te dit oui ou non, tu l'as. Et puis après, voilà, en fonction de tes besoins et de la nouvelle, et tu t'es suivi par ton neurologue, par une psychologue, etc. Oui. Et toi, de ton côté, alors si tu veux en parler, bien entendu, est-ce que t'as fait le test? Ouais, moi je l'ai fait, donc moi je suis positif également, donc voilà, quand on me l'a annoncé, même si j'étais préparé entre guillemets, hein, je m'étais préparé, ça te met KO, quoi, hein, tu vois, quand même. Même si pour moi, entre guillemets, je me disais que c'est pas une grande surprise, même si j'avais toujours un petit côté où je me disais, j'ai quand même une chance de ne pas l'avoir. Mais bon, voilà, j'étais psychologiquement prêt à affronter ça. Le jour où on te le dit, ça te met KO, quoi. Oui, j'imagine, ouais. Toutes mes excuses, en tout cas, et Ah. courage. Ouais. Et justement, là où peut-être je le vis mieux que certains, c'est parce que j'avais préparé Ouais. à recevoir cette annonce, parce que cette annonce, pour les auditeurs qui ne sont pas du tout dans la maladie de Huntington, ou qui n'ont même pas de malade, c'est en fait du jour au lendemain, on t'apprend que tu vas avoir une maladie. Tu vois, et une maladie avec une maladie où il n'y a aucun médicament, aucun traitement, où il n'y a rien. C'est vraiment une maladie, ce qu'on appelle neurodégénérative ou neuroévolutive, qui ne va pas évoluer dans le bon sens. Oui. Et puis où tu sais que du coup, t'as vu comment était de ton côté ton père, comment il a vécu cette maladie. Donc tu vois que tu vas être au bout d'un moment, que tu vas plus du tout être indépendant. Ouais, c'est ça. Que tu vas complètement changer aussi de personnalité et qu'au fond de toi, tu vas savoir tout ce qui se passe. C'est ça le pire, je pense. Vraiment, en tout cas, je pense que pour l'instant, après y avoir un peu plus réfléchi, je pense pas être prêt, en tout cas, à faire ce test pour le moment. Mhm. Parce que si je reçois une réponse positive, ça remet plein de choses en question sur sa vie. Alors, je désire pas avoir d'enfant pour l'instant, en tout cas, mais de ce côté-là, ça remet des choses, Et bien plein de sûr, ouais. choses. Ouais. Ouais, et puis sur sa vie professionnelle aussi et tout ça. Il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Les politiques en parlent beaucoup, en tout cas depuis quelques mois. C'est un sujet qui est un peu plus tabou pour les familles, pour les malades. C'est le sujet de la fin de vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté Alors, c'est vrai que de par mon poste dans l'association Huntington, je suis assez régulièrement confronté à ce sujet-là, sur lequel je suis pas un spécialiste et j'ai pas de position encore vraiment bien. Je me suis pas encore fait une opinion assez affûtée sur le sujet. Ce qui est vrai, c'est que c'est un sujet qui vaudrait être, parce que quand tu sais que tu te destines à être totalement dépendant et donc à ne plus pouvoir à être dépendant d'une tierce personne jusqu'à la fin de ta vie, et en fait, il se pose des questions de qui tu veux avoir à tes côtés, à qui tu veux confier ton argent, tes décisions, les signatures, enfin toutes ces choses-là pratiques, mais dont on a besoin pour vivre. Et comment tu veux mourir aussi, quoi. C'est aussi un choix que t'aimerais faire. Donc c'est vrai que en France, pour le coup,
à l'heure actuelle, il y a pas, on n'a pas la possibilité de choisir une mort assistée, mais on a la possibilité de préparer, on va dire administrativement au mieux, sa dépendance. Donc, avec l'association, j'entends souvent parler, par exemple, des fins de vie assistées en Belgique ou en Suisse, etc. Donc voilà, c'est un peu un sujet qui revient tout le temps. Personne sait grand chose dessus, mais tout le monde en parle. Donc voilà, moi je me suis un peu renseigné. Je sais que c'est pas aussi facile qu'on le pense. Hein, c'est pas, on réserve pas un séjour là-bas un week-end et puis tac, on va dans un hôpital et ça se passe comme ça. C'est pas du tout comme ça. Hein, c'est quelque chose de beaucoup plus officiel. Et donc c'est vrai que si on le désire vraiment, il faut plus s'orienter, il faut plus se renseigner. Et puis se rapprocher des associations. Nous, c'est un sujet à l'association Huntington sur lequel on se renseigne beaucoup et on essaye d'apporter un maximum d'informations parce que voilà, je pense que chacun désire contrôler au maximum sa fin de vie. Oui, et puis il y a aussi le sujet de la communication du coup entre le malade et les aidants et la famille, pour savoir aussi, du coup, nous, comme on n'a pas su que notre mère était malade à temps, on n'a pas eu ce débat en fait, et c'est pas un sujet dont on parle le soir en regardant le JT de 20h entre nous. Ah, si t'es malade, est-ce que tu préfères te faire euthanasie. Je sais pas si on peut choisir ce mot, euthanasier. Si, le mot est pas très beau, mais en même temps, il faut le dire, hein, c'est ça, hein. Là, c'est de la mort c'est de la mort assistée, quoi, hein, donc ouais, nous, en effet, à l'association, c'est en fait ce qu'on conseille, surtout, c'est sur ça qu'on insiste, parce que on peut pas orienter et on peut pas conseiller sur ça, mais on peut beaucoup informer, en fait, les familles sur quelles sont les mesures à prendre le jour où le malade sera dépendant. Donc voilà, c'est surtout sur ça qu'on insiste. Également avoir son tuteur, bien choisir son tuteur, en désigner un à l'avance si on peut, avoir quelqu'un de sa famille. Voilà, c'est toujours des choses bien souvent qui sont plus confortables d'avoir le mari ou un enfant qui gère un peu tout ça, plutôt qu'une personne totalement extérieure de l'État, quoi. Oui. Et puis, pour terminer, du coup, nous, aujourd'hui, si on peut pas savoir ce que voudrait notre mère, c'est parce qu'en fait, elle s'exprime quasiment plus. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais mettre l'accent aussi. Pourquoi c'est compliqué d'aller la voir ? Elle me reconnaît encore. Quand je lui parle, elle me regarde, elle voit que je lui parle. Mais en fait, elle peut pas répondre. Elle n'arrive pas à répondre, elle n'arrive pas à parler. Elle a du mal à faire la bise quand je lui dis bonjour. Enfin, c'est une maladie qui est très, très, très compliquée. Enfin, vraiment, quand la maladie progresse, en tout cas, ça devient de plus en plus compliqué de discuter avec le malade et d'avoir des vraies discussions, quoi. C'est même plus possible, en fait, au bout d'un moment. Même si la personne est toujours consciente. Non, c'est plus, en effet, dans le cas de ta mère, par exemple, c'est plus possible d'avoir sa réponse, mais ça lui fait toujours plaisir quand tu racontes ce que t'as fait hier, le week-end dernier, les dernières nouveautés dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, ça lui fait plaisir d'entendre tout ça, même si des fois tu vois même pas de réaction sur son visage, mais en fait tout ça elle l'enregistre et elle le sait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je voulais parler un peu de l'association Huntington, que tu nous en parles un peu plus. Qu'est-ce que fait l'association ? Où est-elle présente ? Quels sont les référents, etc. Et toutes ces choses-là. Si tu veux nous parler un peu plus de Huntington France. Ouais, donc l'association Huntington France, elle a pour but d'accompagner les familles et de financer la recherche. En gros, voilà les grandes lignes. Partout en France, dans chaque département, il y a un ou deux bénévoles en fait qui met ses coordonnées à disposition des familles qui habitent à proximité, et ce qui permet en fait d'avoir un contact de proximité
et d'échanger un peu les infos. Donc ça, c'est très pratique. L'association met à disposition également, totalement gratuitement, une psychologue, un assistant social également pour aider dans les démarches. Donc tout ça, ça se fait en visio, par téléphone. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est des services qui existent depuis quelques années, c'est assez récent, mais pour le coup, c'est vraiment des services à forte valeur ajoutée parce que toutes les familles en ont besoin. Et que il n'y a pas forcément le répondant sur les collectivités, les départements, etc. Donc non, c'est très important. Et elle apporte également beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont produits. Alors il y a les podcasts avec moi, voilà. Il y a également 2 fois par mois des réunions, donc ça peut se passer en visio, mais également dans les bureaux de l'association. Il y a une réunion 1 fois par mois pour les aidants et une réunion pour les malades et les porteurs ou ceux qui se posent la question de faire le test. Et donc voilà, ça permet de discuter pendant 1h30 avec des personnes de toute la France qui ont les mêmes problématiques que toi. Et donc voilà, c'est très sympa, c'est très convivial. Bien souvent les malades sont beaucoup plus enjoués et voient beaucoup plus la vie du bon côté que les autres. Donc voilà, c'est assez sympa. C'est assez sympa et voilà, donc l'association elle accompagne les familles et ce que je disais c'est qu'elle finance la recherche. Donc chaque année on finance au moins une thèse. Donc il y a des chercheurs qui présentent des thèses sur la maladie de Huntington et nous on finance ces recherches. Ok. J'avais une dernière question là-dessus. Est-ce que tu sais où en est la recherche aujourd'hui justement ? Et donc la recherche, donc c'est pas que la recherche en France, hein, déjà il faut voir ça d'un point de vue mondial. C'est bien souvent des labos de taille mondiale qui font des recherches. Aujourd'hui, il y a toujours pas de médicaments et toujours pas de solutions qui ont été trouvées. Mais il y a des tests chaque année qui avancent. Donc on avance. Chaque année, on fait des petits pas en avant. Mais voilà, c'est une maladie qui a besoin de beaucoup de fonds à injecter dans la recherche pour pouvoir avancer. Voilà, je suis pas un spécialiste et je vais pas vous expliquer exactement qu'est-ce qu'ils font dans les recherches, mais voilà, c'est des choses qui avancent et l'association supporte très très bien ces recherches-là. Oui. Et pour terminer, du coup, je voulais rajouter aussi qu'il y a des groupes qui existent sur Facebook Ouais. sur lesquels les familles parlent de la maladie. Des malades aussi s'expriment sur la maladie. C'est souvent des témoignages qui sont très touchants. En tout cas, moi, de mon côté, ça me touche beaucoup de voir tous ces témoignages-là. Donc là aussi, on peut voir un peu qu'est-ce que c'est que cette maladie sur tous ces groupes. Et en tout cas, pour les personnes qui auraient un proche atteint de cette maladie, je vous invite à aller faire un tour sur ces groupes pour voir un peu ce qu'il en est plus exactement pour le quotidien des malades, pour le quotidien des aidants aussi, parce que c'est des choses qui sont importantes. On ne parle pas souvent de cette maladie. On la met pas en avant, en tout cas souvent. Donc du coup, voilà, je voulais le faire à travers ce podcast. Merci beaucoup Thomas. Merci Thibaut en tout cas pour ton initiative, même si je sais que ton podcast d'habitude n'a rien à voir avec ce sujet-là, c'est en tout cas super gentil de le mettre en lumière parce que les petites maladies entre guillemets comme la maladie de Huntington ont beaucoup de difficultés à être mises en avant parce que ça touche tellement peu de personnes que c'est pas vraiment un sujet. Mais après, on parle de la maladie de Huntington, on pourrait parler de d'autres maladies à mettre à côté. Donc voilà, c'est les petites maladies qu'il faut mettre en avant, les maladies rares. Donc voilà, merci à toi Thibaut pour ton initiative. Merci beaucoup Thomas pour ton temps. Du coup voilà, cet épisode hors série touche à sa fin.
Je vous rappelle que cet épisode, il est réalisé dans le cadre du Podcaston. Je vous encourage à découvrir les plus de 300 podcasts qui mettent en avant des projets associatifs. C'est sur le site www.podcaston avec un H, donc podcaston.org. C'est un événement qui est librement inspiré du The Event et du Téléthon, mais en conservant les codes du podcast. C'est un événement caritatif qui a lieu du 25 au 31 mars et vous pouvez retrouver, donc, comme je disais, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses. C'est aussi l'occasion pour vous, et si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Huntington France, soit directement sur le site de l'association ou sur le site du Podcaston. Je compte sur vous et merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt. Feel the sun might be yellow when sunbeam touches